aujourd'hui, on va vous parler avec Natacha de notre travail, enfin en tout cas ce qu'on fait ensemble Ubisoft et Artefact depuis maintenant près de 2 ans. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à ceux qui sont connectés en ligne. Je suis Natacha Kokupir, VP Digital Marketing chez Artefact. Artefact, c'est une société spécialisée dans le conseil en transformation data et digital, dans le data marketing et dans l'activation digitale. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du coup avec Clément de ce qu'on peut faire avec nos annonceurs sur la partie digital marketing et dans l'activation. On est un groupe présent dans 13 pays et près de 1000 collaborateurs dans le monde. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter comment on travaille avec Ubisoft en se basant sur la donnée propriétaire d'Ubisoft, mais aussi la donnée média et les signaux qu'on peut avoir pour activer, planifier, optimiser nos campagnes médias avec notre accompagnement. Et vous allez le voir clairement déjà sur cette première slide, on va se focaliser notamment sur l'un des jeux qui vient de sortir, que vous voyez sûrement dans le métro, à la télévision, mais aussi en digital, Far Cry, qui est sorti jeudi. Alors est-ce que déjà, je ne sais pas si on a des joueurs dans la salle, hein. Statistiquement, il devrait y en avoir plus. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jouent et vous connaissez, pour certains en tout cas, les jeux en tant que tels, en tant que joueur. Pas forcément le business qui est derrière et comment ça fonctionne le jeu vidéo. Donc, je vais vous expliquer de manière très très simple, en tout cas, la manière la plus courante pour nous de marketer et de lancer un jeu vidéo, des jeux on va dire traditionnels que vous pouvez acheter sur console ou sur PC. Il faut savoir que le gaming, finalement, c'est assez proche dans la démarche du cinéma ou d'autres médias de l'entertainment. C'est-à-dire que notre but, ça va vraiment être de créer de l'attente. On est sur un business qui se vend beaucoup day one. Oui, comme le ciné, nous, finalement, avec notre première journée de vente sur une sortie, on est capable de projeter ce qu'on va faire sur les 6 prochains mois. Donc vraiment, c'est un marketing de l'attente. Et donc notre travail, et notre travail aussi dans nos investissements, ça va être de supporter et d'amplifier des moments de communication qui vont se passer donc avant le lancement de nos jeux. Donc c'est ce qu'on voit ici sur, on a pris une courbe Google Trends pour voir ces différents temps forts, en l'occurrence sur Far Cry 6, entre l'annonce du jeu et le lancement, sachant que ça peut se faire dans des temps très très courts. Donc ici sur Far Cry, ça va encore, il y a 1 an à peu près. Il faut savoir que de manière très très courante finalement, on va avoir des jeux qui vont être annoncés et lancés 3-4 mois après, parfois sur des nouvelles marques. Donc notre gros challenge, c'est qu'on n'a pas de temps en fait, et qu'on va devoir, pour maximiser nos ventes Day One, créer de l'awareness, créer de l'engagement et bien sûr de la conversion quand le jeu sort. À cela s'ajoute, pour mettre un petit peu de piment à l'exercice, qu'aujourd'hui, quand on parle de joueurs, on parle de qui? En fait, on n'est pas comme il y a 20 ans où finalement le joueur de jeux vidéo était un segment à part entière. On l'a vu, il y a beaucoup de gens dans cette salle qui jouent aux jeux vidéo. Les joueurs sont divers, sont complexes et les jeux sont devenus aussi complexes. Prenons l'exemple de Far Cry. Far Cry, c'est un shooter, donc c'est un jeu de tir à la première personne. Donc il va plaire potentiellement aux joueurs de shooter, mais c'est aussi un monde ouvert. Donc, qui peut plaire aux joueurs qui aiment justement se balader dans des mondes ouverts, même si c'est pas du shooter. C'est un jeu qui est drivé par une histoire, donc il y a du narratif. Alors, on sait qu'on a des joueurs qui sont vraiment intéressés uniquement par le narratif. On peut jouer en coop. Certains joueurs vont vouloir acheter des jeux pour l'expérience sociale. Donc, finalement, un de nos challenges, ça va être quand on lance un nouveau jeu, d'identifier en fait à qui on parle. Et c'est pas si évident, finalement, parce que la promesse est multiple. Donc c'est là où notre challenge devient intéressant, c'est que notre travail, et notamment dans le travail qu'on fait avec Artefact, ça va être d'identifier dans un temps relativement réduit quelles sont parmi nos cibles potentielles les plus appétantes, optimiser nos investissements dessus et bien sûr sur celles qui ont le plus de chances de convertir au moment de notre lancement. Et ça va passer par trois grandes étapes où si ça clique, ouais. On a parlé de la définition des cibles, Natacha reviendra dessus, mais on va aussi travailler ensemble, bien sûr, notre orchestration, l'orchestration de ces temps forts et bien sûr tous les outils et tous les KPI qui nous permettent de mesurer notre performance et d'avoir des pour-actions directes et rapides sur notre campagne.
En effet, sur la première brique dont on va parler sur la partie audience, ça va être le premier travail qu'on va faire dans la planification avec les équipes d'Ubisoft, notamment de se dire comment on arrive déjà à définir la cible marketing de ce jeu. Comme le disait Clément, il peut avoir plusieurs couleurs, cette cible marketing elle est activée, et quel message va pouvoir être intéressant pour cette cible. On va ensuite travailler sur une méthodologie de construction de ces audiences qui vont être basées sur les données d'Ubisoft, aussi des données de planning stratégique, et les retrouver, les retranscrire en audience adressable dans nos outils publicitaires. Et on va travailler ensuite sur la pertinence de ces outils, parce que de ces audiences qu'on va pousser dans nos différents outils, de voir justement selon la volumétrie de ces différentes audiences, et travailler sur des objectifs médias de couverture et de répétition. Si on rentre d'une manière plus granulaire dans le travail justement de construction d'audience, parce que c'est là où on va utiliser beaucoup de données et de signaux qui vont être disponibles, on va d'abord faire un travail en amont de planning stratégique, et c'est vraiment les données Ubisoft qui sont intéressantes. Et peut-être Clément, tu peux intégrer un peu, faire un zoom sur cette partie qui est... Rapidement, nous de notre côté, alors on a la chance dans le jeu vidéo que déjà d'avoir beaucoup de données propriétaires, beaucoup de données first party. Aujourd'hui, finalement, vous pouvez quasiment plus jouer à un jeu vidéo sans être logué avec un compte. Alors pour le coup, pour chez nous, un compte Ubisoft. Donc c'est déjà super intéressant. C'est une manne d'apprentissage pour nous. Donc c'est clé à la fois pour retoucher nos joueurs, mais aussi mieux les comprendre et pouvoir toucher des joueurs qui leur ressemblent. Mais pas que. La donnée first party, on le sait tous, hein, ça a ses limites en termes de volumétrie. Donc nous, le gros travail qu'on va faire, justement, c'est d'essayer d'identifier le mieux possible, en tout cas, les cibles qui ont le plus de potentiel en amont de nos briefs justement avec nos partenaires. Pour ça, on a des systèmes, on a des études, on va dire plus classiques de nomenclature de joueurs. Chez nous, on utilise un système qu'on appelle Prism, qui nous permet de finalement catégoriser nos titres à travers une dizaine de clusters qui sont identiques sur nos différents jeux. Donc c'est une première étape, et après on va rentrer dans un deuxième layer de granularité chez nous, et on va vraiment travailler sur tout ce qui peut nous servir à pouvoir créer ensuite des clusters pertinents dans les outils. C'est des rapprochements par rapport à des titres de la concurrence, vraiment créer des audiences custom, notamment des choses qu'on fait avec Artefact. Et c'est des audiences qu'on ne peut pas retrouver comme ça sur l'étagère dans les différents outils médias. On va vraiment travailler en granularité, essayer de les retrouver dans les outils publicitaires. Et pour faire cela, on va faire 3 grandes étapes de travail au sein des équipes d'Artefact, et bien sûr en combinant la donnée Ubisoft. La première étape, ça va être justement de faire ce travail de zoom sur les cibles. Donc on va utiliser toutes les données qu'on peut avoir, qui vont être des outils externes ou des outils propriétaires, pour aller travailler justement sur ces différents indicateurs. Une appétence par rapport à un univers du jeu vidéo, par rapport à un univers shooter, par exemple quand on parle de Far Cry, ou même des usages par rapport à du ciblage sémantique ou autre, par rapport à l'univers qu'on va vouloir pousser et le reach sur cible qu'on va vouloir avoir pour ce jeu. On va sélectionner ces audiences, et là c'est un travail qui est avant tout humain. L'objectif ici, c'est vraiment de retravailler ces audiences, de pouvoir vérifier justement si ces audiences sont bien activables en médias. C'est une approche de precision marketing tout simplement, et trier toutes ces données et les qualifier et décider justement selon les plans, les granularités d'audience qu'on va les tester tout au long de la phase de communication. Et la dernière étape, ça va être l'estimation des volumes, c'est de retrouver ces audiences dans les différents outils publicitaires où on va adresser les campagnes, pour pouvoir estimer des performances qu'on communique à Ubisoft en amont des campagnes, et pouvoir avoir ces indicateurs au fur et à mesure des campagnes. Et vous allez le voir, c'est un travail qu'on fait tout au long, de manière très itérative, dans le jeu vidéo. On part très rarement d'une copie définie au début de la campagne. On a l'habitude de changer les choses assez rapidement, tous ensemble, et c'est justement tout l'intérêt qu'on a de travailler ensemble avec Ubisoft sur cette approche. Si on regarde une cible, alors c'est un exemple, c'est une illustration de cible, mais en réalité, les audiences qu'on va aller activer derrière sont une combinaison d'audiences first party et third party qu'on va retrouver dans les outils publicitaires. Sur l'audience Ubisoft, par exemple, on va utiliser des données loguées, par exemple, qui vont être des données propriétaires d'Ubisoft et qui vont être très précieuses pour l'activation de ces campagnes, qui peuvent être sur les précédentes versions de ces jeux ou sur d'autres jeux qui sont dans les mêmes univers.
Ça va être aussi toutes les données qu'on a récoltées sur les différentes phases publicitaires aussi, des données cookifiées, notamment qui peuvent être aussi des données sur des viewers de vidéos ou bien de l'interaction sur différentes campagnes. Et ensuite, on va rajouter à cela différentes audiences qu'on va pouvoir retrouver et qui vont se combiner, aussi bien des audiences très granulaires en général sur de la sémantique et du contextuel ou de l'audience loguée par exemple. Et donc ces audiences, on va les réactiver dans nos outils publicitaires et on va les travailler de manière en fil rouge et de manière très granulaire dans l'optimisation. Alors, on vous a pas mis la liste détaillée de toutes nos audiences qu'on peut activer parce que sur un plan comme Far Cry, les listes d'audience sont très très longues et justement ça nous permet d'optimiser correctement les campagnes. Mais sur une phase de jeu, sur Far Cry par exemple, sur une campagne qui a démarré en juin 2020, qui est finalement plus long comme le disait Clément par rapport à d'autres jeux, on va travailler d'abord sur des audiences, aussi bien sur des audiences contextuelles, sur des whitelists par exemple de sites qui nous semblent pertinents au lancement du jeu. On va travailler sur des affinités, sur les affinités en fait de ces audiences qui pourraient être intéressées par notre jeu en travaillant les bons messages et les bons contextes adaptés. Et puis les audiences bien sûr Ubisoft CRM. Et à chaque phase, en fait, ces audiences, on va bien sûr les optimiser, les raffiner, mais aussi les audiences en fait plutôt upper funnel d'annonces de jeux vont venir nourrir en fait des audiences first party d'Ubisoft. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va renvoyer ces internautes aussi sur les sites Ubisoft et on va pouvoir réutiliser ces audiences dans nos phases de performance. Donc c'est vraiment une stratégie qu'on va travailler aussi bien sur du branding que sur de la performance et qui permet de nourrir la first party Ubisoft qui va nourrir au fur et à mesure nos différentes campagnes. Et on va avoir ces phases de travail, de rajouter aussi des audiences selon les indicateurs qu'on va voir, les résultats qu'on va avoir à chaque phase et aussi les indicateurs qu'Ubisoft va nous partager selon un thème, un contenu, un message qui va plus plaire ou non à une audience cible. Et on arrive justement en octobre, à jeudi dernier, au lancement de la campagne et on continue ce travail justement depuis jeudi de raffiner les audiences, raffiner les messages selon les performances. Donc c'est vraiment un travail qu'on fait en continu, souvent très rapide et ça nécessite une rapidité d'exécution pour améliorer les performances et travailler en fil rouge cette approche. Travailler ces audiences en fil rouge, ça nous permet déjà d'avoir de plus en plus de learning. On a des bases de learning, d'enseignement en fait de nos campagnes qui sont assez énormes en réalité. Ça nous permet aussi d'améliorer nos performances. Alors, en termes de données qu'on peut partager aujourd'hui, c'est vraiment de l'amélioration par exemple sur du taux de vidéo vue, des bases sur des améliorations de taux de clic, notamment par rapport à de la scénarisation de messages. Ce travail d'audience, il n'est pas uniquement fait pour toucher la bonne audience au bon moment, c'est aussi comment on va scénariser nos messages auprès de ces audiences. On les a exposés à un tel message, elles ont montré un intérêt, on va pousser un autre message qui va être adapté. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va mesurer dans la durée et de voir justement le niveau qu'on peut avoir de saturation ou non de certaines cibles et ajuster nos curseurs de campagne en fonction. Et chez nous, on a vraiment cette culture-là, c'est de ne pas avoir peur de changer les plans, chez Ubisoft en tout cas. Et on suit, malgré des temps de campagne parfois courts, beaucoup d'indicateurs qui nous permettent d'agir. Donc d'indicateurs de performance qui sont communs à beaucoup d'entre vous, j'imagine, pour la plupart. Nous, en jeux vidéo, on fait de la préco. Donc c'est un vrai indicateur d'engagement des joueurs, les pré-orders. Donc c'est quelque chose que l'on suit et qui nous donne justement déjà de premiers éléments, on va dire, de healthiness de nos campagnes. On peut avoir des phases live, des inscriptions à des bêtas, donc c'est possibilité pour les joueurs de jouer au jeu en amont. Donc ça aussi, c'est des indicateurs hyper intéressants pour nous qui nous permettent de voir si on a justement une affluence massive, si on a peu de gens, savoir qui vient jouer finalement, qui vient tester, et ça peut nourrir les stratégies médias par la suite. On a des indicateurs marketing, on va dire classiques, notamment d'engagement sur tous nos canaux sociaux ou autres. On regarde beaucoup ce que nos joueurs disent. Le jeu vidéo, c'est un secteur de communauté. Et finalement, aujourd'hui, les retours communautaires peuvent avoir un vrai impact sur nos choix marketing et sur nos investissements. On a pu très rapidement, finalement, adresser des messages ou stopper des investissements uniquement suite à des retours communautaires qu'on quantifie. Et puis, il y a nos indicateurs médias.
justement, et comment aujourd'hui finalement ces indicateurs rentrent dans ce même process, c'est-à-dire se servir de ces résultats pour nourrir notre stratégie et parfois prendre des décisions rapides. Alors c'est ce qu'on fait notamment avec Artefact via des études de lift, donc des brand lift surveys. C'est quelque chose qu'on essaye d'industrialiser vraiment ensemble et sur lesquels on peut agir. Alors parfois tout se passe bien, je crois qu'ici on a 2 courbes, une où ça se passe plutôt bien, celle du haut, où notamment par rapport à des notions d'awareness, finalement on atteint les objectifs qu'on cherchait à avoir, donc ça marche bien, on est satisfait, et puis parfois ça se passe pas comme on voudrait en fait. Et ces indicateurs nous permettent vraiment de voir où on en est et d'agir. Il y a encore vraiment pas longtemps, très récemment, suite à ces études de notoriété via BLS, on a agi sur un jeu qui doit sortir dans 1 mois, qui n'est pas Far Cry donc, et on a eu un impact direct, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait un vrai déficit d'awareness sur une nouvelle marque qui doit se lancer. Ça a déclenché un renfort d'investissement, donc on a déclenché des budgets et on a complètement transformé notre stratégie, on a avancé notre stratégie d'investissement de 2 semaines par rapport à ce qui était prévu pour justement être capable de recréer de l'awareness. On a également changé avec Artefact le mode d'achat, notamment sur YouTube, pour forcer la répétition des messages beaucoup plus que ce qui était prévu auparavant, notamment via de l'ad sequencing. Donc vraiment, l'objectif pour nous, c'est certes de regarder nos indicateurs, mais d'agir. Oui, et on a mis un chiffre, ça représente plus de 70 études par an. En réalité, depuis qu'on travaille ensemble, depuis un peu plus de 2 ans ensemble, on a fait plus de 150 brand lift sur les différentes phases d'un jeu. Et cette donnée, on va avoir donc beaucoup d'indicateurs et de données. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi de se dire comment on arrive à faciliter le partage de cette donnée à Ubisoft. Donc, on est en train d'industrialiser tous ces brand lift, justement, dans un dashboard, par exemple, pour pouvoir très rapidement suivre en fait ce qui se passe, l'évolution, et de voir les différents niveaux de saturation et aider à les décisions marketing et business pour anticiper, reculer, changer la stratégie de la campagne média. Et c'est quelque chose qu'on essaye de faire de plus en plus et d'automatiser derrière. Bien sûr, il y a un traitement humain et il y a de l'intelligence humaine derrière, mais de pouvoir aller utiliser ces données et les nourrir dans les stratégies business et médias. Et puis, on essaye de le faire, en tout cas, avec Artefact, sur un scope qui est pan-européen, enfin qui est IMIA, donc Asie compris. Donc on le fait dans plus de 20 pays, sur l'ensemble de nos environnements publicitaires, sur activer à l'année environ une quinzaine de marques chez Ubi, et plus de 50 pulse points par an. Donc c'est un gros travail, en tout cas qu'on mène ensemble. Tout à fait. Et alors pour partager notre recette secrète qu'on vous a présentée ce matin sur cette approche agile qu'on déploie, en effet avec succès parce qu'on a parfois des choses qui marchent bien, d'autres moins bien, mais on fait tout pour que ça marche bien. Le premier point, c'est pour nous en termes de relations, c'est déjà la confiance et la transparence. C'est de se dire les choses. On a une vision très transparente des choses avec Ubisoft et on aime se dire les choses quand ça marche ou que ça ne marche pas et de trouver des actions corrective et d'adapter la stratégie média en fonction. C'est aussi quelque chose qu'on pousse le plus avec les équipes au quotidien, c'est de se challenger en continu, justement de se dire comment des outils médias on peut aller plus loin, comment on peut aller pousser encore les performances, et c'est vraiment quelque chose qui est inhérent chez Ubisoft et chez Artefact, justement d'aller toujours se challenger et réfléchir à pousser les limites, on va dire, parfois des machines ou des outils pour aller plus loin. Et donc ça nécessite aussi une équipe de talents complémentaires, une approche assez conseil stratégique sur le déploiement de ces campagnes, une approche forcément média parce que c'est de l'opération média et de l'opérationnel média et on va rentrer dans des stratégies très granulaires aussi d'activation, et une approche data, comme vous l'avez vu, on va utiliser beaucoup de signaux, beaucoup de données internes Ubisoft ou aussi externes qu'on va devoir traiter, utiliser et se dire de tous ces signaux ce qui va être pertinent ou non pour l'activation. Et bien sûr aussi l'anticipation des évolutions techniques et technologiques selon les différents plans, de réfléchir justement à l'avenir du média, comment adapter ces plans quand on travaille sur des plans sur 1 an ou 3 ans parfois sur des licences très longues, réfléchir justement est-ce que ces stratégies qu'on va mettre en place sont viables sur le long terme. Merci à tous pour votre attention. Merci.
Et si vous avez des questions, on a quelques minutes pour y répondre. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour mettre de côté ce côté attraction du jeu? Comment on fait pour le dépasser, pour se dire, en fait, ma campagne média, là, elle est réussie parce que j'ai une bonne campagne média, pas forcément parce que j'ai un jeu qui a beaucoup d'attractivité sur le marché, ou inversement? Donc, grosso modo, la question, c'est la question de l'organique versus ce qui est vraiment déclenché par les campagnes médias. Oui, c'est effectivement des questions qu'on se pose. Il y a une part d'irrationnel parfois hein, aussi, dès qu'on parle d'entertainment ou de produits culturels. Si on prend un jeu comme Assassin's Creed Valhalla qu'on a sorti l'année dernière, dès le départ, ça a très très bien pris. C'est-à-dire qu'on a vu tous nos indicateurs communautaires, tous nos indicateurs sociaux étaient au vert, et même très très au vert. Pourquoi ? Parfois, c'est assez intangible. Hein. Ça se passe à des moments où les joueurs, ils n'ont pas encore vraiment vu le jeu. Finalement, c'est un univers, c'est une marque. Ce qu'on essaye de faire, nous, justement, dans ces cas-là, c'est de travailler les audiences captives et les analyser. Et à ce moment-là, on essaiera de les travailler sur des canaux autres que l'investissement média. Et là, on va vraiment concentrer nos efforts sur du reach incrémental. Et donc des bases beaucoup plus larges, moins d'affinité. Parfois, d'ailleurs, donc, qui vont moins bien répondre ou qui vont être plus chers, justement à les toucher, mais c'est là où on essaye d'aller taper l'extra mile justement pour capitaliser déjà sur un engouement positif. Moi je crois très fort de toute façon dans l'investissement média sur le fait que le média n'est qu'un accélérateur d'éléments organiques, c'est-à-dire que si ça se passe pas bien, ou si en tout cas les joueurs n'ont pas envie de jouer à votre jeu, je pense qu'on pourra dépenser tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas en fait. Par contre, s'il y a déjà un terreau positif, là on peut vraiment construire dessus et vraiment capitaliser sur ces éléments-là et aller chercher beaucoup plus loin en termes de joueurs et de ventes, en l'occurrence pour Ubisoft. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi en virtuel. Alors dans la salle. Bonjour, merci beaucoup, c'est très intéressant. Juste une question sur la partie data, parce que je vois que le temps du moment où vous commencez à l'annonce jusqu'au moment de lancement, vous lancez plein d'études sur la data, vous utilisez plein de différentes sources, Amazon, je suppose il y a tout un type de brand watch, social listening, SEMrush, etc. Et c'est quoi comment vous avez pu utiliser, vous avez des compétences par tous les outils ou vous essayez d'internaliser pour consolider les KPI principaux à suivre, comme les 9 KPI que vous avez listés. Ouais, c'est quoi? En fait, c'est l'enjeu de data qui est beaucoup, vous suivez très proche de chaque phase en fait, et c'est hyper intéressant comment vous avez pu pousser cette approche data. Est-ce qu'on utilise les services ou vous développez des outils vous-même? Mais je pense que vous n'avez pas le temps, je suppose. En fait, ça va être une double réponse, parce que je vais te tendre la parole. En fait, ça vient aussi de l'organisation à la base qu'on a mis en place avec Ubisoft. Et je vais laisser Clément expliquer plus en détail l'organisation chez Ubisoft, qui est intéressante justement sur comment sont organisées les équipes pour ces différents jeux et pour construire en fait ces plans. Nous, chez Artefact, on va utiliser toutes ces données et les différentes sources qu'on va avoir, et ça va être des équipes médias, donc expertes sur les différents leviers qui vont travailler cette donnée. C'est aussi, je disais, une combinaison de talents, mais ça va être aussi des équipes conseils médias notamment, qui vont les travailler, et on va venir en surcouche quand il le faut aussi travailler avec des équipes spécialistes en data quand on va avoir besoin sur des cas très spécifiques. Mais je dirais que le premier point, il remonte aussi à l'organisation qu'on a répliqué, on va dire, chez Artefact par rapport à l'organisation Ubisoft, qui nous permet d'être très agile. Et justement, c'est la clé du succès, c'est d'être très agile et avoir cette vision sur les plans et la stratégie média qui vont en découler. Nous, on a une grosse part de planning strat en interne. La façon dont on travaille bien sûr avec Artefact est là pour nous conseiller, mais on arrive souvent finalement avec des stratégies médias et du planning qui est déjà pas mal fait en interne, en tout cas. On a des ressources pour ça, hein, pour nous aiguiller. Alors on a des services internes divers, que ce soit sur du consumer knowledge, des équipes communautaires, etc. On a pas mal d'outils qui nous permettent de quantifier aussi
ce qu'on voit et notamment, on parlait des communautés, c'est hyper important pour nous de réussir à quantifier ce qui se passe, parce qu'il se passe beaucoup de choses, puis parfois c'est des épiphénomènes, parfois c'est plus profond. On a des outils pour ça, on travaille beaucoup avec nos data scientists, notamment sur le travail sur nos data first party. Donc le travail de segmentation chez nous, c'est quelque chose qui est très poussé, qui va assez loin. Et qu'on travaille assez en amont, mais très en amont même des briefs à nos partenaires. Et finalement, je pense que la clé du succès, c'est que quand on arrive justement vers nos partenaires et qu'on briefe nos partenaires, en fait, on a des briefs qui sont déjà assez complets. On a une idée de là où on veut aller. Ce qu'on aime bien justement, c'est d'avoir des partenaires qui vont challenger ces idées-là, qui vont nous permettre d'aller encore plus loin. Mais je pense que c'est essentiel et ce qui permet aussi aux équipes, à la fois côté Ubisoft et côté Artefact et avec l'ensemble de nos partenaires, d'avoir cette approche vraiment de collaboration et d'avoir l'impression de bosser, je pense, au sein de la même team quelque part, quoi. Tout à fait, ouais. J'ai le micro. J'ai une question, j'en profite. Vous parliez de dashboard de niveau de saturation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ça va être plutôt des indicateurs qu'on va les remonter. Alors je parlais par exemple sur le brand lift. Ça va être des indicateurs qu'on va se fixer en fait sur le slide où on en parlait justement. Bon, je n'arrive pas à trouver le slide. C'est bon. On va fixer en fait sur les différents jeux, se dire justement on va avoir ces types de brand lift, quelles vont être les réponses qu'on va attendre et travailler. Alors on va dire saturation de la cible en se disant quel va être notre lift sur cet temps fort donné auprès de cette cible-là. Et donc ça va nous permettre, ce type de dashboard par exemple, de se dire comment on arrive à remonter la donnée très rapidement de manière visuelle, visible, et de pouvoir donner cette vision en fait à Ubisoft qui a plein d'autres indicateurs en interne, comme le disait Clément, et de pouvoir prendre la décision rapidement sans rentrer dans un rapport ou dans les outils détaillés pour aller remonter cette donnée. C'est vraiment faciliter la lecture de ces données et prendre la bonne décision en fonction. Bonjour, merci pour cette présentation. On a beaucoup parlé de data, beaucoup parlé d'audience et de délai aussi qui était court pour préparer les campagnes. Quelle est votre approche justement sur la personnalisation des messages qui est le pendant à cette granularité sur le ciblage ? Alors, la personnalisation des messages, c'est un sujet sur lequel on avance chez nous. Je dis on avance parce que évidemment que quand on travaille aujourd'hui nos approches médias avec nos équipes brand market, on sait sur quels canaux on va agir, on a nos audiences, donc on travaille des messages et on travaille des outils adaptés, en tout cas pour ces différentes audiences. La difficulté, soyons très clairs, pour nous, c'est aujourd'hui être capable de scaler, en tout cas de la production en masse d'outils. En plus, sur du jeu vidéo, et il faut savoir que le jeu vidéo, quand on commence à communiquer sur un jeu vidéo, le jeu vidéo est loin d'être fini, en vrai. Donc ce n'est pas si simple de capturer du jeu, de montrer un jeu vidéo dans son état final 4 mois, 6 mois avant, c'est même difficile. Donc on a beaucoup de contraintes techniques. On travaille en tout cas chez nous à maximiser le type de message. On est beaucoup dans le test and learn. On aime bien lancer pas mal de créa sur un même canal, voir ce qui fonctionne, stopper ce qui ne fonctionne pas. Parce que finalement, essayer de prévoir ce que va penser un joueur par rapport à une créa, c'est assez difficile. Encore une fois, maintenant, le jeu vidéo, les joueurs sont hyper divers, sont hyper complexes. Les joueurs sont pas si simples que ça. On peut jouer en multi un jour et vouloir une expérience solo et un dé le lendemain. Donc on essaye de ne pas présumer de ce qu'attendent nos joueurs. Au niveau créatif, on est plutôt dans une approche où on essaie de lancer un maximum de choses, un filet le plus large possible, et après d'optimiser justement. Et on peut avoir des cas de figure où on va voir qu'on a une créa qui fonctionne bien sur une cible en particulier, une autre sur une autre. Ça dépend vraiment. Et on peut avoir des approches aussi sur des cibles, on va dire les moins convaincus, qui sont identifiés comme les moins convaincus, avec des messages qui vont beaucoup plus être des messages en fin de campagne sur de la review, des quotes, etc. Donc on a ce type de stratégie, mais on présume pas, en tout cas, tant que ça, de ce que les cibles vont aimer, parce que parfois on se plante si on fait ça, souvent même. Alors je pense qu'on est arrivé au bout du temps. Je suis désolée. Une dernière. Oui. Marketing de l'attente, vous disiez donc lancement en juin 2020,
la commercialisation en octobre 2021, donc presque 1 an et demi. La question est très pragmatique, en fait, c'est la durée de la campagne au moment de la commercialisation, la durée de la campagne média proprement parler, c'est quoi en fait? Alors, si on prend une campagne, on va dire type, parce que franchement, il y a plusieurs cas de figure. Nous, quand on communique sur nos temps forts, hein, on est sur des campagnes en digital, en tout cas, qui sont entre 2 et 3 semaines, pour être très clair. Et sur un lancement, c'est 3 à 4 semaines. C'est assez concentré, quand même. Hein. Souvent, on arrête d'investir 10 jours après le lancement d'un jeu. Donc, c'est vraiment des moments très concentrés. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous.